la plupart des plats ont été sculptés. Chacun des plats a lui-même une histoire. C'est-à-dire, si on pêche des poissons, je ne sais plus quoi, pas beaucoup de poissons, mais pas des fruits de mer qui sont déjà actifs dans la mer, là c'est quelque chose. Il y a plus de poissons, mais des début, c'est quelque chose. Et vous avez quelques photos prises en balade, donc ces photos qui sont un peu auto-mises en scène. C'est vraiment le travail de rang que vous avez là sur le mur. Avec le chou-cœur dans l'habitude. Et après, l'idée, c'était que je ne refasse pas une intervention formelle, et plutôt que vous répondre à des questions et que je peux apporter des précisions qui me paraissent utiles, sachant que le rapport, ça, tout est disponible, tout est gratuit, tout est open source. Donc, si vous voulez vraiment en savoir beaucoup plus, vous verrez sur le site. Sur un échange, je ne peux pas poser toutes les questions que vous êtes notées ou réflexions. Moi, une première question. Comment vous avez recruté les personnes et quels ont été vos soutiens? Ouais. Parce qu'en général, quand je vais dans le monde de l'agriculture, on a toujours beaucoup de mal à avoir des habitants, si ce n'est à travers les enfants. Alors là, il n'y a que l'enfant. C'est à travers des activités dans les zones présentes. Oui. Alors, vous êtes vous appuyé. En fait, on s'est appuyé, ce qui d'ailleurs explique l'assez grande hétérogénéité des expériences, en fait. C'est que ce dont on était convaincu depuis le début, c'est que si nous, on débarquait, donc l'appui institutionnel, on l'avait des deux villes et du département de Saint-Denis, mais ça ne dit pas qu'on accède aux citoyens, aux citoyennes. C'est que sinon, on débarquait dans les quartiers populaires de Marseille, c'est Noël-Belzas, je ne sais pas si vous connaissez un peu Marseille, mais c'est un quartier tout à fait central, mais qui est très très dense, très pauvre, peuplé à 90% de personnes, soit elles-mêmes immigrantes, soit d'origine de deuxième, troisième génération. D'ailleurs, on était plutôt en banlieue de Paris. Et donc, voilà, si on débarquait nous, probablement le quatrième journée qui débarque dans le lien de la population en tête, il serait rien passé. Donc, on a toujours été chercher des groupes qui avaient construit une relation avec des personnes sur place. Donc là, il y avait 3 contextes différents. Donc, à Marseille, s'était créé une régie de quartier sous forme d'association qui avait déjà créé une relation assez dense avec les gens. Et on a, contrairement aux autres territoires où on avait un groupe d'agents et un groupe de citoyens, là, ils disaient, en fait, on ne fait rien parce qu'on a des bénéficiaires. Alors, c'est vraiment des gens qui peuvent vraiment être dans le besoin. Parmi les bénéficiaires, il y a des gens qui viennent les mardis et les jeudis pour un petit-déj. Mais on a des gens qui sont des bénéficiaires un peu, mais qui sont aussi des bénévoles. Et puis, on a des gens en insertion qui étaient avant la Covid. Donc, du coup, il y avait comme ça ces espèces de cercles ont constitué un public. Il fait que c'est là le public, d'ailleurs, dans l'écart d'âge est le plus grand. Enfin, les plus jeunes devaient avoir 18 ans et les plus âgés. On ne va pas tous rester complètement des questions de langue, mais on avait 80. À Noisy-le-Sec, c'était une épicerie solidaire qui était une annexe du centre d'action sociale. Donc, il y avait des familles qui étaient adressées à cette épicerie solidaire dans laquelle c'est pour des personnes qui sont juste au-dessus de la grosse galère. Qui peuvent commencer à acheter, mais pas au prix du marché. Mais dans cet endroit-là, il y a aussi des ateliers, des formes de socialisation, des trucs d'apprentissage, des trucs liés au français, une assistance sociale, etc. Donc, c'est dans le public et une relation assez forte qui s'est créée. Donc, c'est dans le public-là, évidemment sur une base totalement volontaire, qu'a été recruté le groupe. Et sur Paris, c'était encore autre chose. C'est cette association un peu étonnante qui s'appelle Plus Loin et qui a créé ce laboratoire d'expression créative, qui est un laboratoire dans lequel les jeunes qui sont là aussi à 90%. Alors, on l'a dit à l'oral à Paris, mais on ne le fait pas. Certains étaient du nord-est de Paris, mais une bonne partie était plutôt de Montreuil, de 93.
Et donc, c'est des gens qui, au départ, viennent juste parce que ça les intéresse. Ils sont très accueillis, il y a beaucoup d'improvisation, beaucoup de... Enfin, c'est un dispositif assez facile d'entrée, mais qui, pour plusieurs d'entre eux et elles, devient un chemin de professionnalisation vers des métiers du théâtre, dont un métier de comédien, mais aussi... donc là, il y a un travail à la fois d'improvisation, d'écriture, de jeu, influençant l'écriture à son tour, etc. Donc là, on s'appuyait sur cette communauté de jeunes, qui est beaucoup plus large que celle qu'on a vue, mais de jeunes qui font du théâtre régulièrement tous les mercredis. Et donc, on a travaillé avec celles et ceux que ça branchait de faire quelque chose de plus lié à la fiction, de plus anticipateur, ce qu'on n'avait pas fait. Donc voilà, à chaque fois, ça veut dire qu'on va chercher des groupes qui ont créé une relation préalable à la nôtre, qui est mobilisable ou pas, ça marchera certainement pas à tous les coups, mais qu'on ne créera pas de manière pas évidente. C'est juste, en tout cas, dans notre expérience, pas imaginable. Je voulais savoir, vous parliez des soutiens institutionnels, mais j'ai pas bien compris, c'est une commande institutionnelle? On travaille presque jamais en commande. En général, donc on fait des projets parce qu'on pense qu'ils sont nécessaires. On les discute, bon, qu'ils n'arrivent pas forcément en disant c'est ça ou rien. Et on va chercher des financements qui vont permettre l'expérimentation de se faire, avec une règle qui est en général pas un problème pour les acteurs publics, mais qui parfois étonne les acteurs privés, mais ça fait très longtemps que je l'applique sur d'autres choses et ça marche quand même, qui est que les résultats ne sont jamais réservés aux financeurs. Donc tout ce qu'on fait est public, y compris les méthodes. Les seules choses qui sont éventuellement pas publiques, ce seraient des réunions très internes sur des... Enfin, si on voit les élus et qui nous disent voilà ce qu'on tire de ces résultats, ça c'est leur affaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les habitants et les habitantes? Qu'est-ce qu'on a appris? Comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qui a marché ou pas marché? Ça c'est public. Et du coup, ça prend combien de temps de mettre en place un dispositif pareil? Alors, si on parle, et juste en cofinancement, il y avait quand même l'ADEME, parce que vous connaissez la situation des territoires, donc c'était plus facile de leur demander la moitié de l'argent que tout l'argent. Donc le montage financier, c'est une bonne année. Et le projet, c'est une année, à peu près. Et une année dans laquelle il y a effectivement au moins 3 ou 4 mois pour créer la relation, parfois plus avec les locaux, trouver les personnes qui disent oui, moi ça m'intéresse. Il y a aussi des assos dans le 93 qui m'ont dit non, mais on les sollicite déjà trop, je ne peux pas leur demander un truc de plus. Donc, là, c'était pas magique comme ça, mais vous faites ce truc, c'est génial. Ensuite, donc, chaque groupe, sauf le groupe de théâtre qui travaille un peu différemment, mais quand même, en gros, il y a 4 séances d'à peu près une demi-journée. Ils sont espacés, les 3 premières pas trop. La 4e peut l'être un peu plus, parfois ça l'était un peu trop parce qu'il y a eu l'été, tout ça. Mais, donc la première, c'est celle dans laquelle on les fait travailler sur le futur et sur le climat. Sur le climat vraiment à partir de l'expérience vécue. Et éventuellement, on commence un petit peu à se projeter, mais pas toujours. Les 2e et 3e, c'est des moments de création. Et dans les moments de création, comme vous l'aurez peut-être vu, et on pourra reparler de tout ça, mais on donne les clés, nous, à l'Université de la Pluralité, on donne les clés à des artistes qu'on choisit par contre comme étant à la fois des bonnes artistes, mais aussi des personnes qui s'intéressent vraiment à faire créer les autres. Donc, ce sont des personnes qui sont rodées aux ateliers, à des ateliers d'écriture, de création, etc. C'est vraiment un critère essentiel pour nous. On n'a pas des citoyens et citoyennes qui donnent plein de trucs et qui nourrissent la créativité de l'artiste, laquelle va faire quelque chose, mais vraiment un dispositif dans lequel la création vient des participants et des participantes. Et le dernier atelier, qui est un moment dans lequel on invite les personnes à regarder ce qu'elles ont créé et à essayer d'en tirer des messages à la fois un peu généraux sur la question qui nous était posée, qui était celle de l'adaptation au changement climatique, mais aussi des réponses pour elles.
Sachant que pour moi, en réalité, c'est un peu indissociable, mais voilà. Donc, et ça, c'est très, très important pour nous aussi, pour la même raison, c'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus que les personnes soient de la matière première pour notre analyse à nous de gens super intelligents. Et en fait, le pari de tout ça, c'est que les personnes ont beaucoup d'intelligence, beaucoup plus de connaissances, y compris sur le changement climatique, et beaucoup de créativité. Et que, en général, la seule chose qu'ils ont, en plus de tout ça, c'est le sentiment que, en fait, non, qu'ils ne sont pas capables de ça, ou que s'ils étaient capables, de toute façon, ça n'intéresserait personne. Donc, dès que vous levez cette chape-là, ben, c'est incroyable ce que les gens produisent. Et donc, c'est ça dont je trouve que Sarah a bien rendu compte. Et du coup, c'était la question que j'avais, qui était de dire, par rapport à l'initiative initiale, de dire, bon, on a fait ça qu'avec les gens qui sont concernés et en confiance pour participer. Dans le livre final, il y a eu des choses différentes, des idées différentes, ou finalement... Il y en a un peu, mais à nouveau, il n'y a pas que ça comme enjeu. Bien sûr. C'est-à-dire, déjà, par exemple, le fait que, premier atelier, on ne s'est jamais vu, on vient de passer 1 heure déjà sur le futur, plein de gens vous avaient dit, non mais attends, ils n'ont pas le temps de regarder le futur, t'as vu comme le quotidien est difficile. On leur dit c'est mieux, c'est moins bien, paf, ils savent répondre, et en général, en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur les femmes de Noisy, en particulier les femmes qui ont un parcours personnel de migration, elles ne pouvaient pas aller assez loin vers le positif sur le futur. Alors qu'on pourrait se dire, il y a qu'un qui a raté son atelier parce que sa maman n'arrive pas à avoir les papiers, enfin, c'est pas facile, quoi, le quotidien. Et, et ensuite, on pose la question du changement climatique, et donc d'expériences personnelles qu'elles associaient au changement climatique. Et là, vous n'avez pas seulement il fait chaud, vous avez le changement de saison, vous avez les espèces invasives, vous avez les événements météo, donc voilà, oui, mais justement, hier, il y a eu la 5e pluie diluvienne sur le vieux port qui a inondé le vieux port de Marseille. Vous avez les méduses qui remplacent les poissons, c'est-à-dire que la conscience du fait que c'est un phénomène systémique est déjà là aussi. Et que, donc, on avait des cartes, comme plein de gens, où déjà, par expérience depuis longtemps, on réduit la partie des cartes, parce qu'en fait, on s'aperçoit que si on surcharge les personnes en connaissance, elles nous disent, bon, ok, bah, vous savez, donc c'est bon. Et du coup, elles ne se libèrent pas. Et en fait, souvent, ils n'avaient même pas besoin d'y retourner. Mais en fait, vraiment, il y avait une conscience, ce n'était pas une connaissance livresse, ce n'était pas une connaissance scientifique. Évidemment, il y avait plein de lacunes, mais en fait, qui n'en a pas. Il y avait une conscience très, très, très forte de tout ça. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui n'a demandé qu'à se raconter, quoi. Et donc, une fois que ça s'était fait, vous pouviez partir en création sans la moindre inquiétude, parce que en fait, les gens étaient en confiance sur leur propre capacité et avaient commencé à s'apprendre des choses les uns avec les autres, y compris même à accepter des différences. On avait très peu de climato-sceptiques, mais vous avez vu le jeune à Marseille qui dit non, mais c'est toujours à rigueur, enfin, voilà, on le connaît. C'était un des plus actifs, parce qu'on était sur l'adaptation, donc c'était plus facile. On pouvait être d'accord sur le fait qu'il fallait s'adapter, même en étant en désaccord. Mais voilà, il était super créatif, c'est lui qui porte le panneau sur le restaurant Venest. Cette magie-là qui s'est un peu produite. Une question, pourquoi vous pensez, qu'est-ce qui vous a amené à faire travailler les gens sur le futur? Pourquoi vous pensez que c'est important, plus que le présent, d'agir sur le présent, tout ça? Qu'est-ce qui vous a... Parce que, en fait, je vais le dire comme ça aujourd'hui, je n'aurais pas forcément dit comme ça avant, mais peut-être il y a... Parce que le futur, c'est le lieu du politique. C'est quasiment c'est le lieu naturel du politique. Quand vous avez une discussion politique sur quelque chose qu'il faudrait faire, c'est forcément quelque chose qui va s'appliquer dans un futur qui peut commencer dans 1 heure, ou qui peut commencer dans 30 ans, ou qui peut s'étendre de 1 heure à 5 ans et demi. C'est-à-dire quelque chose qui va s'appliquer à une situation qui n'est pas nécessairement exactement la même que celle du moment où vous en discutez, et qui va essayer de faire changer une situation, laquelle ne peut changer que dans le futur. À nouveau, vous pouvez être très proche ou pas.
Donc, notre ambition aujourd'hui, c'est que ben voilà, l'endroit du politique, c'est celui-là, et que sa désertion, notamment au profit du présent, les hommes et les femmes politiques qui disent non, non, moi je ne suis pas le futur, je m'occupe des problèmes du présent, etc., est une désertion, est une désaffection du politique et produit la désaffection vis-à-vis du politique. Donc, ça, d'un point de vue, je dirais, un peu théorique, mais je précise qu'on ne formulait pas comme ça quand on s'est créé, mais qu'il est vraiment quelque chose qui vient justement petit à petit de ces expériences, y compris de ces expériences-là, en disant, mais donc, en fait, c'est possible que tout le monde rejoigne un peu ces espaces-là. Donc, voilà, le futur, c'est ça. Le deuxième élément, on se relie évidemment à toutes les réflexions sur les questions de récit, de travail sur les imaginaires, etc. Sauf qu'une des caractéristiques du futur, c'est qu'il n'existe pas, c'est que même si des choses ont des incidences certaines, c'est-à-dire on sait à peu près à quoi ressemble le climat d'ici 2030 ou 2040, quoi qu'on fasse aujourd'hui, parce que les choses sont déjà à peu près inscrites, mais énormément d'autres choses ne le sont pas, et notamment à quoi ressembleront les sociétés dans ces conditions physiques et chimiques. Ça, par contre, on ne peut pas le savoir. Donc, en fait, on a comme seule ressource que de l'imaginer avec des systèmes d'échafaudage différents qui peuvent être plus ou moins fondés sur l'imagination, ou sur les chiffres, ou sur de la connaissance, mais quand même, c'est toujours de l'imagination. Et l'une des caractéristiques de ça, c'est que donc personne ne peut prétendre savoir. Et ça, du point de vue de l'inclusivité, c'est tout à fait essentiel. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est une compétence politique, c'est un espace ouvert dont il manque, et c'est quelque part l'endroit où on dit, bah, oui, peut-être les choses pourraient être différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça. Du coup, s'il y a un enjeu un peu politique derrière ça, on n'a pas l'impression en fait que vous les amenez sur le chemin du futur désirable en fait. Ils sont dans la création, dans la fiction, dans l'anticipation, mais pas dans des projections de ce qu'ils souhaiteraient voir pour demain. Et ça, c'est pourquoi, du coup, par rapport à ce que vous venez de dire, du coup, je ne vois pas. Alors, c'est délibéré, mais je comprends du coup l'interrogation. Quand on dit aux gens au début, faites-nous des futurs désirables, le résultat qu'on a, c'est des futurs en général, c'est-à-dire où tout le monde est super d'accord sur tout, où ça se passe vraiment bien, où il n'y a pas de conflit, etc. Donc, en fait, ni les spectateurs ou lecteurs, ni les personnes n'y croient. Parce qu'en fait, ça repose quand même sur une hypothèse assez bizarre qui est qu'on est d'accord sur ce qui est désirable. Si c'était vrai, on le saurait, mais d'ailleurs, si c'était vrai, il n'y a pas de politique. Donc, en fait, cette question-là, elle est redoutablement complexe. Et si on la pose comme les gens sont sympas, en fait, quand on leur donne des consignes, ils vont essayer de les respecter. En plus, on peut s'amuser dans tous les cas, donc ça va. Mais donc, ça donne des choses pas très intéressantes. Et dans notre expérience, et Citadine est un des cas où on a eu quand même un contre-exemple, les jeunes qui ont fait du théâtre ont raconté des histoires assez profondément dystopiques, mais pas les autres. Et dans notre expérience, quand vous ne fixez pas ça, les gens vont vous raconter des histoires dans lesquelles, en gros, dans un monde globalement plus difficile, ce qui n'est pas totalement absurde comme hypothèse de cadrage, des personnes ensemble arrivent à construire quelque chose qui a du sens, qui peut être excitant, qui peut être émouvant, donc arrivent à construire des espaces. Faisant ça, par contre, du coup, les protagonistes se heurtent avec les contradictions, avec la situation, avec leurs propres contradictions, avec les tensions de ce monde-là, avec toute la complexité qui fait effectivement celle d'un quotidien. Donc c'est là que c'est intéressant et que je porte des choses intéressantes. Donc nous, le travail qu'on fait, c'est effectivement de surtout pas mettre cette contrainte au départ parce qu'elle est une expérience très stérilisante. Peut-être qu'elle marche mieux justement pour nous elle l'est aussi, mais disons qu'il
elle est aussi plus facile dans des groupes très homogènes qui peut-être sont d'accord sur ce qui est désirable, mais sinon il n'y a vraiment pas de raison. Et par contre, c'est des choses c'est des discussions qu'on peut ouvrir après, justement, quand on regarde la création, en disant, mais dans tout ça, ça dépend du temps qu'on a et tout ça, mais quand on demande aux gens de se projeter en tant que personne, à loisir, quand on leur demande d'envoyer des messages, là, il y avait quelque part un travail dans lequel il y avait des jugements de valeur sur ce qu'elles-mêmes et eux-mêmes vous avaient créé. Donc le désirable arrive à ce moment-là. Mais aussi des questions éventuellement sur ce qui est probable ou pas, etc. Donc des questions plus classiques en prospective, et pas en amont. Parce qu'en amont, ça fait cette hypothèse trop forte. Moi, j'ai fait de la prospective assez classique, avec où on a très souvent les 3 scénarios, on fait comme avant, il y a le scénario négatif et le scénario positif, et pendant longtemps, je ne me suis jamais dit, mais comment ça se fait qu'on est si facilement d'accord sur ce qui est négatif et positif? Et ça, c'est un gros problème. Et il faut qu'on lève cette contrainte et qu'on permette aux gens de rentrer dans un dialogue proprement politique là-dessus. L'avantage à nouveau sur ça, et on l'a vu avec notre jeune climato-sceptique, et d'autres d'ailleurs à Marseille, il y avait un couple de personnes assez âgées, absolument adorables, qui, de manière tout à fait claire, votait un Rassemblement national, dans un groupe dont vous avez vu la proportion de personnes qui n'étaient probablement pas très à l'aise avec l'URL. Et là, ça s'est bien passé. Ça ne veut pas dire que ça se passerait toujours bien, etc., mais là, ça s'est bien passé parce que c'est des endroits dans lesquels c'est assez facile d'être en fait en désaccord. C'est bien passé aussi parce qu'ils ne le poussaient pas à mort. Donc, on était dans des discussions dans lesquelles ils n'avaient pas les mêmes visions, mais on n'était pas avec un enjeu électoral. Et donc, voilà, c'est aussi ça, hein, c'est qu'on puisse vraiment, au fond, avoir des visions différentes et en faire, quelque part, un sujet de discussion intéressant dans cet espace fictionnel, pseudo-fictionnel. Une question, mais en fait, ça vient. J'y ai pensé en revoyant cette page-là. Vous avez fait les mêmes groupes avec des agentes et des agents. Ouais. Et c'était quoi l'objectif, justement, de l'aspect citoyen de l'ASPH? Alors, l'objectif là, il y avait une raison pratique. Et qu'on ne peut pas forcément, c'est pas forcément les mêmes modes et moments, les lieux de mobilisation. Donc, il y avait de ce côté-là. Nos jeunes du LABEC qui faisaient du théâtre et nos agents de la ville de Paris qu'on réunissait dans le 4e arrondissement au centre de la ville, ça ne pouvait pas marcher dans le processus de création. Et puis, au moins dans cette expérimentation-là, on voulait que les gens n'aient pas de moment où ils avaient besoin de s'apprivoiser les uns les autres dans leur culture professionnelle, personnelle, tout ça. On voulait éviter des effets de hiérarchie trop présents. Et donc, voilà, il y avait un peu cette idée-là. On en a pas mal discuté, hein, y compris avec l'ADEME. Ce n'était pas une évidence, mais voilà, on a fini par arriver à ça. Ce qui, par contre, nous a par exemple permis de faire travailler un petit peu les agents et les agentes dans le dernier atelier sur leur métier dans les territoires qu'on avait imaginés, par exemple. Donc, les futurs ne sont pas incroyablement différents. Ils ne sont pas spécialement dystopiques ni utopiques. Il n'est pas très différent non plus, ça c'est très étonnant. Il y a un effet de construction narrative, mais c'est que les futurs dont ils vont nous raconter n'ont pas énormément d'acteurs publics dedans, même les agents. Et l'acteur public qui est effectivement disparu de tous les récits, s'appelle l'État. C'est pas forcément joyeux non plus, hein, mais c'est juste. Je pense à 2050, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y en a pas. Il y a éventuellement un truc plus ou moins abstrait, nommé ou pas nommé, qui est une sorte de collectivité territoriale, alors un État. Ou alors il y a quand même un truc qui gère les flux, et l'autre. Alors c'est clair chez les jeunes du LABEC, mais pas que. L'idée qu'il y a un truc un peu sombre qui gère un ordre public qui est devenu une sorte de valeur en soi est quand même assez présente dans plusieurs histoires, pas du tout à Loisy, mais c'est les agents du 93
Les autres, c'est quand même assez présent. Donc, voilà. Et puis, oui, il y avait la question, est-ce qu'il existe des choses très différentes, pardon. En tout cas, nous, il y a trois choses qui, je ne sais pas si elles sont différentes ou pas, mais il y a trois choses très, très fortes qui sont sorties. La première, complètement étonnante, c'est que la question sociale et écologique sont complètement indissociables. C'est peut-être sans doute pas ici qu'il faut qu'on essaie de convaincre, mais là, voilà, pour les personnes qu'on avait, c'est même pas, il n'y a même pas à faire le chemin qu'il faudrait les raccorder. C'est la même chose. Y compris parce qu'évidemment, ils ont déjà été obligés de quitter leur appartement en période de canicule, parce que c'était pas possible, ne serait-ce que ça. Ou pour les agents et les agentes, parce qu'on avait des gens qui sont dans les parcs et jardins, des gens qui sont dans les crèches où les parents viennent se réfugier parce que c'est fait un peu plus frais qu'ailleurs, ou dans des bibliothèques dont le personnel ne peut pas venir à des moments. Enfin, là, ils sont sur des cas concrets qui vivent, donc ils ont des trucs à raconter là-dessus. Le deuxième, c'est la présence de la question aliment. Et une présence à la fois menaçante, mais aussi enrichissante. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on mange, mais ça vient d'où, on cuisine quand, on mange avec qui, on mange quand. Et donc, le côté banquet, repas commun, jardin, etc., en n'étant pas complètement naïf sur le fait que ça suffit à nourrir des villes, mais il y a vraiment quelque chose d'assez fort qui va avec le troisième sujet qui était que presque tous et toutes ont inventé des rituels et fêtes. Et cette idée de mélanger alimentation et rituels, je trouve que sur le côté un peu, pour essayer peut-être de travailler un peu le côté volontiers dramatique, il faut s'adapter au changement climatique, et de là, vraiment, il de retourner une authentique difficulté. Donc là, on était quand même dans le sous-sol de Marseille. Dans un truc festif. Et tous les groupes ont fait des trucs, ont imaginé des choses comme ça. Voilà, donc nourriture, fête et lien avec le social, ça c'est vraiment des choses qui sont très fortes, qui ne sont pas complètement exclusives, mais quand même sur les deux derniers, bien sûr de le voir partout dans la littérature sur la résilience. J'ai une question plutôt méthode. Du coup, vous avez des rapports, des mises en récit, mais durant l'expérience, durant le voyage, comment se fait le lien d'une séance à l'autre pour les participants? Parce qu'on a vu de l'oralité, de l'écrit. Déjà, c'est pas de séquençage parce qu'entre deux ateliers, il y a 15 jours, 3 semaines. Et du coup, comment sont équipés les gens pour tracer? Est-ce qu'ils ont un carnet? Est-ce que On ne les équipe pas tant que ça, pour être honnête. On essaie de faire en sorte que l'écart ne soit pas trop grand. Donc, c'est une semaine, 15 jours, si on peut. Donc, c'est plutôt ça. Et ensuite, c'est plutôt qu'on refait des exercices un peu simples pour se remettre dans le bain, tout simplement. Mais pour le moment, effectivement, non, on ne crée pas des matériaux de suivi. Il n'y a pas forcément d'excellentes raisons pour ça, mais c'est pas apparu comme quelque chose d'indispensable, sauf effectivement dans un des groupes, enfin, après ça aurait peut-être été, mais je ne suis même pas sûr, dans le groupe des jeunes qui fait du théâtre, où on a eu presque 2 mois et demi entre le moment où ils ont fait une représentation mise en espace, mais avec les textes à lire, et le moment où on a fait un débrief ensemble là-dessus. Ça, c'était trop, je me souviens plus, parce qu'il avait fait tellement d'autres trucs. Cela dit, les connaissances, c'est quand même du genre incroyable, hein, mais je ne suis pas sûr que parce qu'ils auraient bien incarné, ça aurait changé énormément les choses. Donc, voilà. J'avais une question sur la suite, justement. Ouais. Il y a une des personnes qui parlait de la résonance. Donc, la suite de ces récits, est-ce qu'il y a est-ce que vous êtes au courant d'une suite associative, militantisme politique? Non, pas comme ça. Là, la complexité avec ces publics-là, c'est que ce n'est pas des gens qui vont dire « Ah, du coup, je vais créer une asso qui va faire un truc ».
pas, juste pas trop, soit le goût, soit le temps, soit les deux. Donc, et que nous, on le prend plutôt en disant, si suite il y avait quelque part, ce serait à terme, enfin, si moi je le prononce genre, en théorie du changement maximal, ce serait de dire, au fond, il faudrait que la capacité à travailler de manière comme ça, consciente et imaginative sur le futur, soit une compétence naturelle, distribuée, mobilisable de manière évidente. Et on est convaincu que c'est pas si difficile que ça. C'est pas des études bac plus de quoi que ce soit, en fait. Que ça se passe par des exercices, des habitudes. Ça, on n'y est pas, clairement. Donc, nous, on continue plutôt sur des formats de type expérimentaux. Il est possible que si on avait suffisamment enfin, nous ou d'autres d'expériences du même type, et se passe sur suffisamment de territoire, quelque chose s'agrège, parce que justement autour de ces questions quand même, par exemple l'alimentation est faite autour de ce lien qui est très fort et de cette conviction très forte justement que la résilience, c'est d'abord du collectif, du social, de proximité. Les gens qui travaillent sur la résilience ne découvrent pas ça, hein, mais enfin, voilà, avec Paris, on voit bien que, là non plus, ils ne le découvraient pas, mais au fond, le fait que les habitants ne citeraient jamais toutes les solutions plutôt de techniques, de préparation, d'anticipation des risques, etc., l'infrastructure, que tout ça, c'était pas seulement invisible, c'est qu'au fond, ils ne sont pas sûrs que ça va marcher. Et donc, mais bon, nous, on fait des trucs entre nous, on se fait vraiment confiance, et ils sont quand même, c'est vraiment, sur Marseille, par exemple, je t'ai parlé du Marseille d'aujourd'hui, comment ça avait changé, tout ça, c'est dur, ça a changé en mal, etc. Oui, mais vous aimez Marseille? Ah ouais, j'aime Marseille. Mais alors, vous venez d'en dire tout, non, c'est les gens, c'est ça, hein, donc c'était vraiment omniprésent. Et donc, ce qui s'appuie comme ça sur les gens, il y a quelque chose, une espèce de a priori de confiance. Ensuite, l'idée, c'est que l'acteur public il est en soutien de ça. Donc, est-ce que ça peut construire un peu dans le temps des évolutions qui le prennent en compte? Nous, c'est vrai qu'on est tout petit, donc on expérimente des trucs, on essaie de mettre du coin un peu dans ces dispositifs de réflexion. Et ce qu'on aimerait, ce serait surtout de pouvoir poursuivre nous-mêmes ou pas nous-mêmes, des expériences de ce type-là, qui petit à petit construisent une vraie base de connaissances, à la fois méthodologique et un peu scientifique. Pour le moment, on a quand même 3 expériences qu'on a essayé d'étudier de manière sérieuse, mais ça ne suffit pas. On les a dans un milieu spécifique, complètement urbain. C'est un défaut là-dedans. Donc voilà, il faut qu'on accepte, nous, qu'on reste dans quelque chose de très fragile et expérimental. Est-ce que, la question, est-ce que quand même ça a contribué, notamment à Marseille ou à Paris, ça a contribué aussi à la réflexion en collectivité, enfin, comment est-ce que ça a venu nourrir pour le coup le côté acteur public? Alors, du côté Paris, on ne sait pas encore, parce qu'en fait, ça s'est goupillé temporellement de manière un peu compliquée. Le plan résilience devant paraître une semaine après la restitution de Citana Stade. Donc, il y a eu des choses et les élus ont vraiment regardé, participé aux présentations, etc. Il y a vraiment un intérêt là-dessus. Mais bon, voilà, c'est arrivé un petit peu après. Côté Seine-Saint-Denis, c'est en train de diffuser de manière intéressante, parce que la Seine-Saint-Denis se posait la question de travailler, les petites équipes sur les questions transition, résilience, etc., posaient déjà la question en termes de grammaire, de comment on en parle, avec qui on en parle, quel mot on utilise, mais pas seulement en termes de com. Ça voulait dire effectivement ce qui fait que c'est un dispositif qui est capable d'embarquer des personnes qui ne sont pas des spécialistes de l'action publique ou de l'action associative d'ailleurs. Et donc il y a du citadin-citadine, par exemple, la stratégie de résilience pour le coup, chacun des chapitres est introduit par un extrait des fictions.
Est-ce que ça veut dire que c'est complètement intégré? J'en sais rien. Ça veut dire qu'en tout cas, c'est lu avec une certaine profondeur par des gens dont certains ont participé. Une des personnes, Faustine, que vous connaissez sûrement, a vraiment participé aux ateliers d'écriture de Noisy en ayant un profil bas pour que les gens disent le département, elle est suffisamment cool pour arriver à le faire. Et donc ça, c'était quand même un truc assez important, quoi, hein, que quelqu'un qui avait une fonction dans le département puisse le faire. Sur Marseille, je ne sais pas exactement où ça en est. En tout cas, l'élu est venu discuter avec les participants et participantes lors d'une institution. On a présenté une partie du film. Donc voilà, il s'est passé des choses de ce type-là. Et lui avait très envie de continuer, mais au moment où il nous disait est-ce qu'on pourrait refaire ça dans le quartier, c'était le début des périodes de réserve. De toute façon, il ne se passe rien, mais. Donc voilà un peu de temps pour le moment. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez poussé vraiment jusqu'au menu, des choses très palpables qu'on peut partager plutôt que des grandes pages à lire. Ça, c'est un site sans partage, une bibliothèque de trucs concrets possibles, quoi. Oui, mais c'est un truc important qui fait partie de l'acte de création. C'est-à-dire si, en sortant, des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'être impliquées là-dedans, ont un truc à montrer et à partager avec des gens qui n'étaient pas là, et dont ils et elles peuvent être fiers, ça change énormément, y compris l'effort mis dans la création. Quand tu vas le montrer, tu vas avoir un petit bouquin, tu vas avoir... Et donc ça, nous, on insiste pas mal sur le fait, c'est pas de stresser les gens, de trouver le bon niveau, mais sur le fait qu'il y aura un livrable et pour le dire aussi autrement sur les contraintes, justement. Autant on a levé les contraintes sur le positif, le négatif, etc. Pas seulement le désirable, mais effectivement, cette idée qu'il faut des imaginaires positifs pour que les gens se mettent à bouger sur les questions écologiques. Pour le moment, je ne vois pas de confirmation si claire que ça. C'est-à-dire, on voit autant que des imaginaires négatifs, en tout cas, la colère, c'est pas forcément un mauvais moteur pour agir, par exemple. Par contre, ce qu'on demande aux artistes, c'est de pousser les participants, d'avoir une exigence formelle. Et ça, il y a trois raisons. La première, c'est parce qu'on pense que les personnes sont capables, et que quand on pense qu'elles sont capables, elles s'en montrent capables. La deuxième, c'est parce que, effectivement, ce n'est pas du tout la même chose de finir un truc en disant ouais, bon, c'était pour nous, de finir un truc avec quelque chose qu'on veut faire pour être fier de le montrer à des gens qui n'étaient pas là. Même si c'est des gens de notre famille, tout ça, c'est pas grave. Mais on avait ça chez les agents, hein, des gens qui disaient ah, mais en fait, je peux rentrer dans les services et expliquer pourquoi j'étais là aux autres qui ont dit qu'est-ce que tu foutais pendant qu'on bossait, quoi. Même si c'était en blague, mais vous connaissez sans doute. Donc ça, c'était important. Mais le troisième point, c'est qu'en fait, au travers de l'exigence artistique ou narrative, on a vu comment Johan, par exemple, poussait les jeunes acteurs, ou Katie sur l'écriture. C'est là qu'émergent des choses qui n'étaient pas là déjà. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Un peu comme un écrivain ou une écrivaine qui, à un moment, va dire moi, j'avais mon personnage, à un moment, il a fait un truc que je n'avais pas du tout prévu. C'était... il m'a échappé. Si le personnage vous échappe, c'est qu'il est fort. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ça, c'est les choses qu'on cherche. C'est le moment où il se passe quelque chose qui est... avec quoi personne n'était arrivé au départ, mais qui vient de l'interaction, qui vient de la dynamique de création, qui vient du fait que quand on a posé un certain nombre de choses, il faut être au moins d'un point de vue narratif cohérent, et donc on est amené dans des territoires qu'on n'imagine pas, et qu'à ce moment-là, le groupe crée quelque chose et enrichit l'espace des idées, où la fiction n'est pas une illustration des idées qu'on avait déjà. Donc, cette exigence artistique, elle n'est pas là pour la forme. Elle est là parce que elle pousse les personnes et les idées dans des retranchements accessibles, mais
elle n'irait pas si loin. Là, donc, vous avez dit que vous vous êtes appuyé sur des groupes homogènes, c'était nécessaire. Voilà. Est-ce que c'est envisageable, je ne sais pas, que ces groupes homogènes se rencontrent les uns les autres ou de faire des groupes arc-en-ciel ou, Alors, de toute façon, tout est toujours envisageable. C'est juste ce qu'on a un peu fait, on n'a pas réussi à le faire suffisamment parce qu'il y avait vraiment des questions de planning un peu compliquées. Mais c'est de faire se rencontrer les groupes après. Ça, c'est carrément possible. Et les petits moments où on a un peu réussi à le faire sont hyper bien passés parce que voilà, c'est passé. Mais on l'a fait plutôt dans des présentations publiques, donc c'était quand même hyper informel, donc on aurait pu faire plus que ça. Pendant, il faut juste qu'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas des décalages trop forts de manière de parler, d'intervenir en public, etc. Donc, je suis pour le moment pas si mal à l'aise avec le fait de dire qu'on fait quand même des groupes un peu homogènes pour la période de création. Mais on peut, plus globalement, l'endroit où je pense qu'on a pour le moment, nous, pas assez travaillé, c'est l'aval. C'est le partage, c'est comment on remet tous ces dispositifs-là, pas forcément, moi je ne mets pas forcément l'aval du côté, comment ça influe sur la décision, parce que des fois on va trop vite là-dessus, et ça finit dans une note de 2 pages, et il ne se passe rien en fait. Mais l'aval du type, comment est-ce que ces fictions-là sont mises en discussion pour morpher petit à petit auprès de notre public, qu'est-ce qu'on fait de ces idées là-dedans. On a même quand même créé, il y a quelque temps, un jeu pour permettre aux gens de rentrer dans les récits des autres et d'en faire d'autres choses. Donc c'est une vieille idée qu'on a, mais sur laquelle voilà, il y aurait plus à travailler sur ça, mais pour prolonger ce côté de création et effectivement mieux faire interagir les groupes. 14h03, donc on va devoir s'arrêter. Mais franchement, un grand merci. Très enrichissant et je pense que ça fait écho à plein de choses. Et bien, peut-être que je vais prendre votre petite récolte si vous êtes OK. Alors, pas tout, vous pouvez garder ici, mais c'est la colonne du milieu. On veut bien la récupérer si vous voulez. Vous pouvez laisser les fiches, c'est garder ma feuille, mais de vous écrire un le mettre pas au milieu le Est-ce qu'on peut récupérer cette il est imprimé que tout mais on n'a pas un par personne, mais oui, si vous voulez récupérer bien, ouais. Et écrire un mail que vous serez envoyé avec toutes les ressources. Oui, on va envoyer le rapport et on pourra remettre ce qu'on peut laisser. Et vous dire peut-être la prochaine date du Flat Sandwich, qui aura un tout, on reste sur la résilience, mais qui sera un format. Ce sera, on visionnera l'échange entre Arthur Keller et Olivier Hamon sur la robustesse et la résilience. Et ce sera le 2 décembre. Et après, pour celles qui veulent rester, en fait, il y a des trophées d'avancement qui sont remis à côté du département dans une demi-heure. Et ce soir, il y a un stand-up de Nicolas Mérieux à l'amphithéâtre Badinter à 16h45. Voilà, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas déjà inscrivez-vous avant vite. Et sinon, venez, on pourra votre adresse mail ou votre nom. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Avec des secondes, c'est